Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et parce qu'on a tous besoin d'un logement, d'un toit au-dessus de notre tête, qu'on soit locataire, propriétaire ou qu'on cherche à le devenir. Alors, on est avec le fondateur de Radio IMO. Bonjour à vous, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Comme chaque samedi, jusqu'à 10h, on vous retrouve. On parle de quoi aujourd'hui ? On va parler bien sûr d'immobilier, comme chaque samedi, mais là on va parler de l'actualité dans le domaine de l'immobilier neuf. Et à ce sujet, on va recevoir le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger, qui va nous partager les infos du moment. Oui, exactement. Est-ce qu'il est serein ou pas en ce moment ? Il nous le dira. On va aussi faire le tour des infos de la semaine à retenir. On va faire le tour des biens coup de cœur à acheter un peu partout en France. On va parler du chantier du siècle, l'éco-rénovation, on parle de ? On va parler de chauffage. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. On va en parler avec Laurent Permas pour cette chronique dédiée à l'éco-rénovation. Exactement. Comment faire des énergies, autant d'énergie que d'argent d'ailleurs. Et puis on va répondre à vos questions sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. Mais avant ça, chers amis, je le disais, comme chaque samedi, les infos de la semaine à retenir avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour Bérénice. Bonjour. Sylvain. Bonjour Bérénice. On va commencer ces infos avec des chiffres qui sont pas franchement très bons pour la construction. Eh bien oui, comme on reçoit le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger, voilà, on fait un petit focus sur la construction. Le nombre de permis de construire continue de dégringoler en France, moins 12,3% sur un an. Alors concrètement, pour vous donner des chiffres, en 2024, seulement 330 000 logements ont été autorisés à la construction. Il faut savoir que c'est 12,3% de moins donc, qu'en 2023, qui était déjà une année pas très bonne en termes de construction. Si on compare à l'année, par exemple, qui a précédé la crise sanitaire, c'est 28% de logements autorisés en moins. Alors, ces chiffres sont provisoires et viennent du ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Et quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a une petite amélioration au dernier trimestre de l'année dernière, plus 5% par rapport au troisième trimestre, et notamment en décembre, 28 400 permis de construire ont été délivrés, soit 4,5% de plus qu'en novembre. Eh bien, notre invité Pascal Boulanger l'explique, je l'ai lu dans la presse, c'est grâce à la fin du Pinel. Vous avez d'autres chiffres qui sont pas franchement très bons non plus. Eh bien non, donc ça c'était pour les permis de construire, je vous l'ai dit. Eh bien, une fois qu'on a le permis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le chantier peut démarrer, ça s'appelle la mise en chantier. Et là, eh bien, patatras encore, 263 000 mises en chantier, grosso modo, l'année dernière, soit 11% de moins qu'en 2023 et 33% de moins que l'année précédant la crise sanitaire. Bérénice, on va parler d'un autre fiasco, une fois n'est pas coutume, avec le portail du gouvernement. Et oui, alors là, je pense que c'est la définition du fiasco. Ça s'appelle Gérer mes biens immobiliers, donc la plateforme qui a été lancée par l'administration fiscale en 2023. Le but, c'était de centraliser, de moderniser les déclarations des propriétaires. Je vous rappelle qu'en tant que propriétaire, vous devez impérativement déclarer vos biens, donc que ce soit votre résidence principale, votre résidence secondaire, si vous louez un bien ou même si le logement est vacant. Pour calculer notamment la taxe d'habitation, eh bien, la mise en service s'est très mal passée selon un rapport de la Cour des comptes qui a enquêté parce que c'était vraiment le couac, on va dire, de l'année. Personne ne comprenait, les particuliers comme les collectivités. Il y a eu un engorgement des services administratifs, il y a eu des bugs informatiques. Bref, plus de 1 million de contribuables ont été imposés à tort. Facture pour l'État, 1,3 milliard d'euros. Donc voilà. Et là, deuxième scandale qui a été révélé cette semaine, cette fois-ci par un syndicat. C'est le syndicat Solidaire Finances Publiques qui estime qu'au moins 635 millions d'euros supplémentaires de taxes d'urbanisme auraient dû être facturés par le fisc depuis fin 2022 pour être reversés aux collectivités territoriales. Et la secrétaire générale de ce syndicat a dit que si le fiasco continue, on va s'approcher du milliard manquant. Je pense qu'on va être extrêmement vigilant sur cette question. On va finir sur un point crucial, c'est le marché de la location. Et oui, rapidement, la tempête continue. Foncia, qui est le leader en gestion locative en France, puisqu'il gère 400 000 biens, ont donné leurs chiffres là cette semaine. Eh bien, il y a eu 10 000 mises en location de moins
en 2024 qu'en 2023, 10 000. C'est-à-dire qu'il n'y en a eu que 60 000. L'année d'avant, c'était 70 000 pour foncière en tout cas, mais ça représente bien le marché. Donc un marché qui reste très grippé. Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà, il y a la fin du Pinel, donc forcément, les Français n'ont plus envie d'investir dans la pierre. Et je vous rappelle qu'on a besoin des investisseurs particuliers. Et aussi à cause de la sortie des logements G. Foncia, je me suis entretenue avec son président, m'a clairement dit que ça impacte très fortement le marché de la location. C'est très clair. Oui, effectivement, ça s'appelle une crise du logement, tout simplement. On y reviendra avec vous et vos prochains invités. Mais en attendant, mon cher Sylvain, on parle de promotion immobilière. On va parler de construction de logements neufs, crucial d'ailleurs, ça fait un lien tout de suite avec le marché locatif privé. On reçoit Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. À tout de suite sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle logement jusqu'à 10h, comme chaque samedi sur Sud Radio, avec Sylvain Lévy-Valency et son invité. Merci Jean-Marie. Bonjour Pascal Boulanger. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Vous êtes un peu la locomotive de la construction neuve en France. On est ravis de vous recevoir. Je vous propose de faire un point sur le logement neuf en France. Dans un premier temps, l'état du marché neuf, les dernières données de la FPI indiquent une baisse significative des ventes de logements neufs, avec moins 41% au troisième trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, atteignant ainsi un niveau le plus bas depuis 2010. Quels sont, selon vous, les principaux facteurs qui sont à l'origine de cette situation ? La crise a nourri la crise. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut l'expliquer. Ça a commencé par une crise de l'offre juste après les dernières élections municipales. Les maires ne voulaient plus signer les permis de construire. On a connu ensuite la crise des matériaux, guerre en Ukraine, montée des prix, blocage du canal de Suez. Et depuis novembre 2002, la crise des taux d'intérêt, où dans un premier temps, on a eu un blocage même par le fameux taux d'usure. Les banques ne voulaient plus prêter parce qu'elles prêtaient à perte. Et les clients ne voulaient pas acheter parce que c'était trop cher pour eux, les taux d'intérêt. Donc aujourd'hui, on n'a plus de demande et on n'a presque plus d'offres. Donc cette crise nourrit la crise. On ne met plus rien en étude, en permis de construire, parce que de toute façon, on n'est pas sûr de le vendre. On veut d'abord vendre ce qu'on a en magasin, si vous me permettez l'expression, avant de remettre du nouveau. Donc cette crise alimente cette crise, comme je viens de le dire. On perd des collaborateurs, c'est peut-être une de vos questions. On est passé de la profession sur un an et demi de 32 000 salariés à moins de 27 000. C'est pas facile. Sans compter la construction, qui est... Non, je vous parle uniquement branche promotion immobilière. D'accord. Parce que vous alimentez, il faut le dire aussi, vous alimentez un marché de la construction qui se dynamise et qui, de manière collatérale, souffre autant que vous. C'est pas compliqué. On estime, avec l'Alliance, les 10 fédérations, que cette crise va coûter 300 000 emplois dans l'acte de construire. 300 000 150 000 emplois d'ouvriers, on va dire. Dans la construction. Col bleu. Et 150 000 emplois col blanc, si vous me permettez, notaires, architectes, promoteurs, bureaux d'études, bureaux de contrôle, géomètres, etc. Col bleu, il y en a déjà eu 40 000 d'emplois supprimés l'année dernière. 40 000. Oui. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, mais en même temps, on a du mal à le comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi on a autant de Français en demande de logement, alors que précisément, il faudrait construire du logement neuf. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une crise multifactorielle qui empêche la construction, et finalement, la demande également s'est effondrée. Et pourtant, les Français ont besoin d'être logés. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que ce sont les mesures, exemple, le Pinel qui s'est arrêté fin décembre 2024 ? Est-ce que c'est la politique publique qui a été menée ? Comment se fait-il qu'il y ait cet antagonisme difficile à comprendre entre des Français qui sont mal logés, qui ont vraiment besoin de logement, et l'impossibilité aujourd'hui de construire des logements neufs ? C'est compliqué comme réponse parce qu'elle va être longue. Tout ça part d'un bon sentiment au départ. On a toujours voulu des logements efficients, des logements parfaits. Le politique, dès que vous discutez de logement, il faut des logements plus grands, des logements moins énergivores, etc. Et donc, personne n'a raisonné combien ça va coûter. Et moi, j'ai une phrase assez simple, c'est que le politique a voulu, et c'est presque un pléonasme, des logements parfaits à 100%. Mais presque plus personne n'a les moyens de les acheter. Et donc, aujourd'hui... Vous voulez dire que ça coûte trop cher ? Mais bien sûr. Toutes ces normes, c'est très à la mode. J'ai vu que les patrons allemands étaient descendus dans la rue cette semaine pour parler des normes, pour râler sur tout. Mais quand ils vous disent qu'il faut baisser vos prix, mais on n'y arrive pas. C'est juste pas possible. Mais c'est pas possible. C'est le vieux débat que nous avons avec l'Élysée, où l'Élysée disait si on
allez, on maltraite un peu les acteurs de l'acte de construire, les prix vont baisser de 15-20%. Je vous l'ai déjà dit sur votre antenne, Sylvain, nos marges à nous promoteurs, j'ai pas de honte à les dire, elles sont environ de 5%. Alors des fois on fait des opérations à 6-7 et des fois des opérations à moins quelque chose. 5% brut, hein, faut le dire. Hein. Oui, 5% brut, c'est-à-dire que... Mais voilà, ça vous reste un résultat net finalement pas si élevé que ça. Non mais c'est intéressant ce que vous dites parce que ça casse un peu la mythologie du promoteur qui s'enrichit au détriment du peuple. C'est pas du tout le cas. Attendez, on a des marges de 5%, marges en dessous desquelles on n'a pas le droit, entre guillemets, de descendre, puisque les banques nous donnent des garanties financières d'achèvement. Les acquéreurs sont sûrs, quoi qu'il arrive à un promoteur, que leur logement sera fini. C'est les fameuses GFA. Et si vous n'avez pas sur votre bilan de départ une marge de 5%, la banque ne vous donne pas votre GFA en disant non, l'opération est trop risquée. Donc nous, on a des marges de 5%. Allez, faut pas être, faut pas avoir ça dans la poche. Si on pouvait faire mieux, on essaierait de faire mieux. On n'y arrive pas. Mais on n'arrive pas non plus à descendre en dessous parce que sinon l'opération, bancairement parlant, n'est pas viable. Donc nous, on n'a pas de marge de manœuvre. C'est ce que j'explique. Et d'ailleurs, l'Élysée, comme M. Bruno Le Maire en son temps, on fait un peu leur mea culpa. Bruno Le Maire a fait son mea culpa devant votre consoeur Edwige Chevrillon en disant je me suis trompé sur le logement neuf. Ah oui. Quelle ironie du sort. C'est ce que j'avais dit depuis le départ. C'est que les prix ne baisseront pas, et les prix sur 3 ans ont pris 1%. Alors, par rapport à l'inflation, ils ont un petit peu baissé, on est d'accord, mais par rapport à ce qu'on attendait, ce qu'attendait ce gouvernement, ils n'ont pas baissé du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retiré du marché, puisque aujourd'hui, on est à peu près un marché divisé par 2 par rapport à une année normale. Ok. Bilan de synthèse, justement, on a les banques qui se remettent à prêter, vous l'avez vu. Oui, hein. elles sont demandeuses. Voilà, on a aujourd'hui l'équivalent de 200 points de base de baisse des taux d'intérêt avec la BCE. Oui. La Banque de France, d'ailleurs, s'est remis sur le rythme trimestriel du taux d'usure. Donc bref, on voit sur le logement ancien poindre une reprise. Faisons un point sur le projet de loi de finances pour 2025 qui, effectivement, est assez complexe. Qu'est-ce que vous attendez comme mesures concrètes sur le logement? Écoutez, celles qui avaient été reprises par le gouvernement Barnier et qui sont les mêmes quasiment... On va les rappeler, hein. Extension du PTZ. Alors, il y en avait 3 principales. Extension du PTZ, une exonération prêt à taux zéro, hein, prêt à taux zéro, pardon, une extension des DMTG, de droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire des exonérations de donation, de frais de donation si on achetait un logement neuf et qu'on le transmettait. Je vais être rapide parce que c'est très complexe. Et également, 3e mesure, on dénormait beaucoup de choses. Bien. Assouplissement de la norme. Assouplissement de la norme. Et notamment sur la loi ZAN. Entre autres, mais pas que. Zéro artificialisation nette. Madame Létard, la ministre qui nous soutient, a sur son bureau une liste qui a été remise par moi-même d'environ 50 mesures qu'on pourrait peut-être s'en dispenser ou les alléger. Bon, tout ça, ça va dans le bon sens. Aujourd'hui, ils ont eu, le gouvernement Barnier, une motion de censure. Cette semaine, il y a eu une commission mixte paritaire. On verra bien maintenant si le gouvernement va être ou pas ou un budget. Voilà. Et est-ce qu'il va être censuré? Tout ça, à l'heure qu'il est, on ne sait pas vraiment. Donc nous, ce qu'on demande régulièrement, moi je fais beaucoup d'auditions parlementaires en ce moment, je dis aux députés, soyez responsables. L'économie française va très mal. Je vous parle du logement neuf, mais je suis aussi impliqué au MEDEF. Il n'y a plus un secteur d'activité, pardon, il n'y a plus un secteur d'activité qui fonctionne normalement. Donc, pour des caprices quelquefois, parce que j'ai vraiment l'impression que quelquefois, politiquement, ce sont des caprices. Ah ben, on m'a pas parlé comme ça, on m'a parlé de submersion. Non, faut pas foutre tout par terre. Donc, acceptez au moins ces mesures. Absolument. Alors, juste pour conclure, donc vous avez un message que vous souhaitez adresser, mais je vais quand même reprendre vos propos. Vous parlez toujours, remarquez, vous êtes sur la radio qui parle vrai, et vous parlez fort. Vous dites que si jamais ça s'améliore pas, vous l'avez dit, 2025, ça va être sanglant. C'est la Saint-Barthélemy de la promotion, quoi. Oui, ça a commencé. Ça fait 2 ou 3 ans, Sylvain, que vous m'interrogez régulièrement, je vous en remercie, et je vous dis, ça va tomber. Ben ça y est, c'est tombé. Beaucoup de promoteurs sont en redressement, certains en liquidation. On a annoncé un chiffre de 123 promoteurs, vous confirmez? Franchement, je ne le connais pas parce que je fais pas tout entre les mandats ad hoc, les redressements. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui m'appellent en me disant « Pascal, merci pour tout ce que tu fais, mais malheureusement, je dois arrêter ». Les acquéreurs, je tiens à les rassurer. Grâce à ces GFA, ils ne risquent rien, ça me rassurer. Mais le bâtiment, les entreprises, regardez un peu les analyses des tribunaux de commerce. Qu'est-ce qui se passe dans les tribunaux de commerce? Les faillites repartent, tout repart. Et on a des politiques qui font... oui, je leur ai dit, tant pis, je serai encore mal vu, mais pas très grave. Quelques caprices, quelquefois électoraux, et l'économie se casse la figure. Bernard Arnault est sorti, il y a quelques jours,
C'est rare. Quand même un patron très très discret en disant mais grosso modo on devient dingue. Aux États-Unis on nous drague pour travailler et on nous fait des exonérations. Ici on nous fusille. C'était ça les propos de Bernard Arnault quasiment. C'est l'occasion de vous donner la parole. Merci. Question subsidiaire pour Pascal Boulanger. Rapidement. Vous avez fustigé les caprices de la classe politique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à tout prendre, vous préférez encore un budget qui mettrait tout le monde d'accord à l'Assemblée, mais avec de substantielles hausses d'impôts, à une absence de budget à cause d'une censure? Non mais des substantielles hausses d'impôts, c'est plus acceptable non plus. Donc je sais bien. Ce sera l'un ou l'autre. Non, je pense qu'ils doivent vraiment quand même taper dans les dépenses publiques. Le Premier ministre a dit qu'il y avait 1244 agences, dont certaines servent à rien. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Enfin, vous êtes optimiste quand même. Oui, mais je suis pas optimiste. À un moment, on est le pays qui est le plus fiscalisé. Donc vous me dites, vous préférez mourir de la peste ou du choléra? Je préfère vivre. Voilà. J'ai parlé de vos options. J'ai pas parlé de vos préférences. Concrètement, il y a peu de chances qu'une majorité se dessine sur un budget avec de substantielles baisses de dépenses et pas de hausse d'impôts aujourd'hui. L'Assemblée n'est pas bâtie comme ça. Je le sais parfaitement, mais Jean-Marie a raison. C'est vrai que si on fait le constat, nous, observateurs de la vie publique, c'est un peu à ce à quoi on s'attend. Donc à tout prendre, est-ce que la paralysie n'est pas préférable pour vous? Désolé du choix. Mais... Non, mais j'ai même pas envie de répondre parce que vous me demandez si je préfère mourir de la peste ou du choléra. Je vous dis, je préfère vivre. Donc, non, mais on est arrivé où il faudra un jour qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que si je dis je préfère une hausse d'impôts, ça veut dire même le monde économique préfère une hausse d'impôts. Je préfère qu'ils deviennent raisonnables. Mais vous l'avez dit, pardon, Pascal Boulanger. Prise de responsabilité. Je pense que c'est les Français qui siffleront la fin de la récréation. Eh bien justement, nous on va répondre à leurs questions sur le répondeur de Sud Radio dans un instant. Merci beaucoup Pascal Boulanger. Je le rappelle, vous présidez la Fédération des promoteurs immobiliers. Exactement, de France. Et bon courage à vous, en plus avec votre bras en écharpe, comme on pourra le voir sur la chaîne YouTube de Sud Radio. À suivre les questions de nos auditeurs au 0826 300 300 sur le répondeur de Sud Radio. On va parler On va parler de chauffage. Et bien justement, avec un spécialiste du chauffage. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Parce qu'on a tous besoin d'un logement, n'est-ce pas Sylvain Lévy-Valency? Absolument. Les auditeurs de Sud Radio qui ont été nombreux à nous poser des questions sur le répondeur au 0826 300 300, on va répondre à leurs questions tout de suite. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Oh que oui, ça nous concerne l'immobilier. Sylvain. Ah oui, justement. Écoutez, il fait froid en ce moment, il fait très froid et les Français se posent des questions sur le chauffage, n'est-ce pas Bérénice? On a eu un message sur le répondeur de Sud Radio concernant le chauffage. Comment bien chauffer son logement afin de ne pas avoir froid l'hiver? C'est Marc qui se pose cette question. Comment chauffer son appartement, plus précisément, avec ce froid et pour éviter que sa facture d'électricité ne s'envole? Et pour y répondre, on accueille Florence Clément, responsable de l'information à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique à Paris. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Que répondre à Marc qui se pose la question? C'est vrai ça, comment il faut chauffer son appartement ou sa maison d'ailleurs? Sans pour ça faire exploser sa facture. Oui. Et alors, première chose à savoir, il n'y a pas que la température qui compte. Beaucoup de choses vont aussi intervenir dans le confort qu'on va ressentir. Si vous êtes dans une maison qui est humide ou où il y a des infiltrations d'air, en fait, vous n'allez pas du tout avoir le même ressenti, le même confort. Par exemple, dans une maison humide, vous chauffez à 19, vous avez un ressenti à 17 degrés. Et donc, même si vous chauffez à 19, vous avez tout le temps l'impression d'être en inconfort chez vous. Donc, en plus du chauffage, il y a des petites choses à améliorer pour bien vérifier que votre ventilation mécanique marche bien. Pour éviter toutes ces infiltrations d'air qui peuvent arriver par les fenêtres, sous des portes, même depuis la cave ou le sous-sol, il y a des infiltrations d'air qui peuvent venir dans la maison et la rafraîchir, alors que vous n'en avez vraiment pas besoin pendant cette période où il fait très froid. Et donc c'est là-dessus qu'il va falloir aussi jouer, en plus de petits conseils sur le chauffage. D'accord. Donc mettre par exemple des petits coussins sous les portes. Je me rappelle, ma grand-mère avait ça. Il y avait une porte où il y avait un, je sais plus comment ça s'appelle là. Boudin. Oui, les boudins de oui, porte. Voilà. Oui. Voilà, attention quand même à la qualité de de l'air intérieur. Oui. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien vérifier que la ventilation mécanique contrôlée marche bien. Alors pour ça, petite astuce, en fait, vous prenez une feuille de papier toilette, vous la tenez bien, vous la placez devant la bouche d'aération, d'extraction d'air.
elle doit être aspirée, elle doit coller à la bouche d'extraction d'air, à la grille. Si elle ne colle pas, c'est que votre ventilation n'est pas bien réglée, elle n'est pas suffisante et donc vous avez tendance à stocker de l'humidité dans la maison et à pas vous sentir bien. Il faut pareil, en général, enlever la poussière qui a tendance à stagner à l'entrée justement de cette bouche d'extraction d'air. Ça se voit facilement. Alors maintenant, pour le chauffage, alors concrètement, comment on doit régler, je sais pas, notre thermostat, qu'est-ce qu'on doit faire pour bien chauffer et pas trop payer? Alors déjà, geste très utile, il faut surtout dégager la place devant les radiateurs. On a tendance, pour des raisons de place, à placer un fauteuil, éventuellement faire traîner des rideaux devant les radiateurs. Mais tout ça, en fait, empêche la chaleur de bien se diffuser dans la pièce et vous avez l'impression d'avoir froid alors que votre chauffage fonctionne. C'est vrai que le canapé, on n'y pense pas, mais il faut l'enlever de devant le radiateur. Voilà, le fauteuil aussi, une chaise aussi. Et alors, en fait, un radiateur, c'est pas là pour faire sécher du linge par-dessus, donc c'est pas non plus très efficace de poser beaucoup de choses sur votre radiateur. C'est généralement, ça vous empêche de vous sentir bien chez vous. Le petit défaut aussi qu'on voit parfois, c'est des rideaux qui sont posés, mais qui sont tirés la nuit, en fait, et qui dépassent sur le radiateur. Donc, en fait, vous avez tendance à chauffer le rideau plus que la pièce, et vous perdez de l'énergie inutilement. Alors, les rideaux, c'est important, du coup aussi, parce que la nuit, si vous avez des volets, pensez à bien les fermer toujours, et aussi à tirer des rideaux épais, mais sans les faire dépasser sur le radiateur, parce que ça permet en fait d'éviter une grosse déperdition de chaleur par les fenêtres, environ 60%. Donc ça, c'est des gestes qui ne sont pas inutiles. D'autant plus qu'il existe des rideaux thermiques aujourd'hui qui protègent bien les fenêtres du froid. Qui sont très, très efficaces. Et pour terminer, concernant le thermostat, sur combien on doit régler le chauffage pour... Oui, est-ce que vous conseillez des capteurs? Vous savez, aujourd'hui, c'est la mode de piloter en fait ces radiateurs, justement, avec des applications qui sont proposées par l'EDF, par exemple, ou d'autres opérateurs. Alors ça marche très bien, en effet, parce qu'en moyenne, ça permet d'économiser à peu près 15% sur sa facture de chauffage, parce qu'en fait, on ne va chauffer qu'au moment où on en a réellement besoin, et la pièce dans laquelle on a vraiment besoin de se sentir bien. L'idée, c'est de ne surtout pas chauffer toutes les pièces de la maison à la même température. La salle de bain, on a peut-être besoin d'être à 22 quand on y est, mais on n'y est pas très longtemps dans la journée. Le reste du temps, elle peut être à 16 degrés. Une chambre qui n'est pas occupée dans la journée, pas une chambre d'enfant, mais une chambre d'adulte où on ne retourne pas dans la journée, il n'y a aucune raison de la laisser se chauffer à plus de 16-17 degrés. En gros, il faut faire du sur-mesure, tout simplement, pièce par pièce. Merci beaucoup, Bérénice, et merci à vous. Florence Clément, responsable de l'information pour l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Et bravo pour tous ces conseils, surtout. On reprendra des conseils. D'ailleurs, je vous recommande, chers auditeurs, à vous rendre sur le site de l'ADEME. Vous avez beaucoup de conseils pratiques qui peuvent vous faire beaucoup d'économies. Dans quelques instants, on va parler du chantier du siècle. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. En effet, si je vous dis chantier du siècle, vous me répondez quoi, Sylvain, en un mot? Rénovation énergétique, mais surtout la transition de son logement. Rénovation. Le confort dans l'habitat. Mais voilà, justement, on voit à quoi ça ressemble. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Grégoire Darico, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Bonjour Laurent Permas, merci beaucoup de nous accompagner pour cette chronique. Vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Alors cette semaine, Laurent, j'aimerais qu'on parle des travaux de ventilation. On vient d'y faire allusion, des travaux que je dois effectuer chez moi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos ? Il y a un chiffre qui fait froid au dos. C'est la moitié des Français, en fait, déclarent avoir trop souvent froid en hiver et trop chaud en été. Donc c'est ce qu'on appelle l'inconfort thermique, qui est souvent cité notamment comme dégradation de la qualité de vie dans un logement. Et 20% des occupants de logements de moins de 75 mètres carrés affirment que l'air qu'ils respirent dans leur logement n'est pas sain. Enfin, un mauvais système de ventilation, en fait, c'est souvent responsable de 20% des déperditions de chaleur. Alors avec les hottes, les seuils, les fissures, les cheminées, et puis comme l'ADEME l'a évoqué, on a souvent en fait une mauvaise disposition des pièces. Et un élément important, c'est que renouveler l'air libre avec une bonne ventilation est indispensable pour justement que ça soit un lieu agréable et sain. Et puis la ventilation permet aussi de diminuer le taux d'humidité qu'on a évoqué tout à l'heure, qui justement donne cette impression d'avoir toujours froid. Le dernier point important, c'est un sujet de santé publique. Pourquoi ? Parce que c'est un principe très clair. L'air chaud monte, l'air froid
chasse l'air chaud. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de ventilation, eh bien, on a ce qu'on appelle de l'air vicié. Et l'air vicié, en fait, il est plus lourd, il est plus stagnant et il a plus 5% de CO2, c'est notamment les dioxydes de carbone. Et vous savez que ça peut justement favoriser les maladies cardiovasculaires. Alors Laurent, justement, quels sont les différents équipements de ventilation que l'on peut retrouver, sans rentrer évidemment dans les détails techniques ? Alors, il y en a 3. Donc, vous avez la ventilation naturelle. C'est l'air extérieur qui balaye et traverse les pièces principales et ressort par le conduit des bouches d'extraction des pièces, avec toujours cette petite technique pour savoir avec le papier toilette si ça fonctionne. Donc, c'est dans les cuisines, les WC, les buanderies, les salles de bain. Vous avez la deuxième technique qui est la ventilation mécanique contrôlée, appelée VMC de simple flux, qui, elle, en fait, assure le renouvellement permanent de l'air intérieur. L'air neuf arrive, donc l'air froid arrive dans les pièces par les entrées d'air en façade. L'air vicié est évacué par les couches d'extraction situées dans les pièces humides et relié par un extracteur. Vous voyez que c'est assez technique. Et en fait, il y a la dernière technique qui est la VMC double flux, qui est intéressante. À la différence du simple flux, justement, elle récupère entre 70 et 90% des calories d'air évacuées par le logement pour préchauffer l'air neuf, qui est ensuite soufflé dans les pièces principales. C'est la technique de l'air chaud qui est en dehors et qui va dans l'air froid dans les conduits, qui va se réchauffer et qui va permettre justement d'avoir une qualité d'air saine et en même temps une très belle ventilation. Alors, comment savoir quel est le meilleur système pour moi ? En fait, ça dépend. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand, mais ça dépend de vos besoins. Ça dépend surtout de la surface de mètres carrés et de l'installation de votre logement, et puis de votre budget aussi, puisque c'est entre 400 et 1700 euros pour une VMC simple, qu'elle soit autogérable, et puis un peu plus cher pour une VMC double flux, mais qui est quand même assez intéressante, entre 3500 et 5500. Et il existe des aides ? Bien sûr, toujours. On a la chance en France d'avoir des aides. MaPrimeRénov', jusqu'à 2500 euros pour des ménages modestes, très modestes, 2000 euros pour des ménages modestes, 1500 euros pour des revenus intermédiaires. Vous avez les C2E, les certificats d'économie d'énergie, le prêt à taux zéro, et puis il y a aussi les aides aux collectivités locales, la TVA à taux réduit, et bien évidemment le prêt à l'amélioration à l'habitat. Et comme d'hab, Laurent, si je cherche plus d'informations, je vais où ? Vous allez sur le site de France Rénov'. C'est un site public. Et puis, téléphonez au 0808 800 700. Et voilà qui est noté. Merci beaucoup, Laurent Permas. Merci à vous, Grégoire Darico. Restez dans les parages. Tiens. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Parce qu'il est l'heure de faire le tour de France des biens coups de cœur. On va où, Sylvain, aujourd'hui ? On va faire du ski, à côté de Chambéry. Parfait. On va parler de Chambéry. Et après, on va vous parler de l'Angleterre, vous adorez ça. Allez, on va en Savoie, dans la cité des Ducs. Bienvenue donc effectivement à Chambéry, une ville qui était la capitale du comté de Savoie. Moi, je vous ai trouvé une maison de 7 pièces et 125 mètres carrés, une maison qui offre, je cite, un potentiel exceptionnel pour les amateurs de projets de rénovation. Ça plaira à Laurent. Une maison bien spacieuse, idéalement située à côté de la gare, mais à la sortie de la ville, donc dans un environnement assez calme. Elle comprend 5 chambres, 2 salles de bain, un grand salon, une belle cuisine. Et sur le terrain, elle a aussi une annexe qui peut faire office de garage ou que vous pouvez transformer en studio. Une belle opportunité au tarif de 279 000 euros par l'agence Century 21 France. Et puis il paraît qu'il y a de la neige tout autour en ce moment. Autre bien en Angleterre ? On va aller en Angleterre, je vous propose qu'on fasse du sous-marin. Voilà, en perfide Albion, en fait, je vous ai trouvé un sous-marin enterré sous terre. Transformé en logement. Et il est jaune ou pas ? Et il est jaune. Et exactement, quand même, c'est vrai, jaune. Nautilus. C'était le Sonar U96. Pour y accéder, vous prenez un escalier en colimaçon, vous descendez donc sous le sol et à l'intérieur un espace de vie spacieux, une cuisine, une salle de bain et un lit triangulaire. Un logement qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Un lit triangulaire. Alors ça, c'est nouveau, ça, oui. C'est pour des plans à 3, je suppose. Je ne sais pas, Jean-Marie. Vous faites ce que vous voulez dans les sous-marins. Sachez juste que Jean-Marie, pour vos plans à 3, ça coûte 149 livres la nuit. Bon, écoutez, c'est bon à savoir. Merci beaucoup, Grégoire Darico, et surtout à vous. Merci, Sylvain Lévy-Valency. Merci à vous. On se retrouve mardi en rediffusion. Alors, mardi en rediffusion à midi avec cette émission sur Radio Imo. Et puis samedi prochain, en direct sur Sud Radio, toujours. Toujours avec plaisir. Avec Anaïs Glemer, la députée. Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.